Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 12 juillet 2018. Nous passerons ensemble 1h30 avec un programme riche et programme plutôt varié que Amal Elmi a eu à soigneusement programmé pour nous en cette matinée. Alors, plus de 500 artistes sillonneront l'Algérie en cette saison estivale. Dans le cadre de la caravane artistique, le coup d'envoi sera donné aujourd'hui au niveau de l'esplanade Riyad El Fath. Nous aurons un représentant de l'ONDA, donc l'initiatrice de cet événement, pour nous donner plus de détails. Le salon de la poterie ouvrira ses portes ce samedi 14 juillet au niveau de Tizi Ouzou. C'est donc un salon qui donne la possibilité donc aux artisans de promouvoir leurs travaux, de promouvoir leur poterie, mais aussi c'est un salon qui permet la promotion elle-même donc de cet art ancestral. Le 15 juin dernier, donc le coup d'envoi de la saison estivale a été donné. Il faut s'attendre donc à la visite de la communauté algérienne qui se trouve à l'étranger pour passer leurs vacances ici. Il faut s'attendre aussi à la visite des estivants et pour cela donc des dispositifs douaniers ont été mis en place. Nous reviendrons sur ces dispositifs avec l'un des représentants des douanes algériennes. Le 15 juillet a été proclamée donc la journée de l'enfant. Plusieurs organisations, plusieurs associations actives pour les droits et pour la promotion et aussi pour la protection de cette frange de la société. Nous recevrons en cette matinée une association qui nous vient tout droit de Batna pour nous parler de ses actions sur le terrain. Aussi une nouvelle discipline qui se développe très rapidement en ce moment en Algérie. Il s'agit du coaching et du développement personnel. Donc c'est une discipline, vous le savez, qui permet à la personne de gagner beaucoup plus confiance en elle-même. Alors une formation est prévue pour le 20 juillet prochain. Nous recevrons dans notre émission en cette matinée donc les formateurs de cette discipline pour parler encore plus de la promotion de cette discipline. Mais avant tout cela, je vous propose les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. À tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mina, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Ils l'ont pas fait exprès. J'espère bien. Alors, ça s'annonce plutôt chaudement aujourd'hui. Chaudement au sud, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on parle de 49 degrés à l'ombre? De 49 degrés à l'ombre, À exactement. l'ombre, voilà, il faut faire très attention aujourd'hui. Oui, il faut faire très Voilà. De attention. toute façon, c'est la période, hein, c'est la saison C'est et la le sud période. algérien est vraiment connu par ces pics de chaleur, Tout à effectivement. fait, tout à fait. Voilà. Plus de détails avec vous? Oui. Allez-y. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil. Cette matinée sera marquée par de la brume, des nuages bas également sur l'ensemble des régions côtières. Beaucoup de soleil pour le reste de la journée. Sur les reliefs intérieurs et les Aurès, on notera un ciel plutôt voilé à partir de cet après-midi, avec quelques orages isolés, des orages également vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Et puis partout ailleurs, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé. Les températures de cet après-midi, effectivement, on notera une hausse du mercure, des températures caniculaires jusqu'à 49 degrés du côté d'Adrar, ainsi qu'à Ain Salah, on notera jusqu'à 45 à Tindouf, 46 degrés à Hassim Soud, 45 également à Ghardaya, 44 degrés à Bortiba du Mokhtar, Ain Gazzam, Ilizi, et puis sur la moitié nord, on notera jusqu'à 43 degrés à Guelma, 42 à Constantine, 38 à Tizi Ouzou, 39 degrés à Tiaret ainsi qu'à Al-Bouyat Nahama, 33 à Tlemcen, Oran, 34 degrés à Alger et enfin 36 à Annaba. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel sera plutôt nuageux, parfois couvert, notamment à Londres, Paris, Dublin. On notera des averses à Berlin, beaucoup de soleil sur les régions du sud, à Madrid, Marseille, Berne, Rome ou encore Athènes. Côté Mercure, on notera 27 degrés à Londres ainsi qu'à Paris, 30 degrés à Bordeaux, 32 à Marseille, 26 à Berne, 23 degrés à Berlin, 23 également à Prague, 28 à Varsovie, 30 à Budapest et enfin 31 degrés à Bucarest. Place tout de suite à l'éphéméride et pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis.
Et voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, on le disait en début d'émission, la saison estivale est déjà lancée. Donc, on commence déjà à recevoir la visite de la communauté algérienne qui se trouve à l'étranger. Plusieurs dispositifs douaniers ont été mis en place. Et pour en parler, parmi nous ce matin, notre invité, M. Djamel Brika, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'information et de la communication au niveau de la douane. Alors, la saison estivale a été lancée déjà le 15 juin. Donc, depuis, il y a eu beaucoup de voyageurs qui sont venus. Quels sont les nouveaux dispositifs mis en place pour la facilitation d'accès? Merci d'abord pour cette invitation. Je suis très honoré d'être avec vous sur le plateau. Partagé. Un grand bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. Et en ce qui concerne les facilitations que l'administration des douanes a mises en place cette année, c'est pratiquement les mêmes procédures de facilitation que nous mettons chaque année. Par contre, cette année, exceptionnellement, à cause du mois de Ramadan, de l'arrivée de l'Aïd, nous avons mis en place ces dispositifs à partir du 15 juin, de manière à faire profiter à nos ressortissants algériens, de la communauté algérienne à l'étranger, des mesures de facilitation bien avant le déclenchement de la saison estivale. Et puis, c'est utile de le rappeler, c'est toujours le couloir vert qui est mis à la disposition des familles, des personnes âgées, ainsi que des citoyens qui n'ont rien à déclarer. Et donc, vous nous expliquez un peu plus les objectifs de ce couloir vert et surtout les avantages de ce dispositif? Alors, le couloir vert, c'est destiné aux personnes qui n'ont rien à déclarer à la douane. Donc, c'est des gens qui passent les formalités en moins de 5 minutes. Donc, c'est un couloir qui leur est réservé. Par contre, les personnes qui ont des choses à déclarer, ils doivent passer dans un autre couloir. Et là, on aura tout le temps de contrôler, de faire sa déclaration, etc. Donc là, en règle générale, les familles, c'est des effets personnels, c'est des vélos des enfants, etc. Donc c'est des effets de voyageurs. Et là, on facilite au maximum. Mais bien avant, déjà au-delà, à bord des navires, il y a déjà une équipe de douaniers qui travaille en continu. Et ils ont un guichet, c'est pour les formalités des véhicules. Et ça nous a fait gagner énormément de temps. Donc pour nous et pour les familles, et aussi ça nous permet aussi de faire un contrôle au niveau des gares, au niveau des ports, pardon. Et là, le voyageur aura tout le temps, durant la traversée, de faire les formalités des véhicules. Mais cette année, on a encore ajouté quelque chose, c'est que cette brigade douanière au niveau des navires ne fait pas uniquement les formalités des véhicules, de dédouanement de véhicules, mais aussi c'est un bureau d'information et de conseil aux citoyens qui voudront obtenir des informations ou sur les procédures de dédouanement, sur les formalités de dédouanement. Donc voilà, d'une manière générale, les procédures, c'est pratiquement les mêmes. Cette année, par contre, nous avons investi sur la ressource humaine, puisque le personnel destiné à travailler dans les brigades à bord des navires et aussi dans les services chargés du contrôle des voyageurs. Donc ils ont suivi une formation pour l'accueil, pour le bon accueil des citoyens, mais aussi sur les formalités douanières afin d'être à l'écoute et aussi d'assurer le meilleur accueil possible aux voyageurs. Alors le 15 juin dernier, 15 juillet prochain, ça va bientôt faire un mois. Donc quelle a été la capacité d'accueil des voyageurs depuis le 15 juin dernier? La capacité d'accueil, je pourrais dire qu'elle a doublé dans certains ports. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très bien de le dire, il y a de nouvelles infrastructures qui ont été mises en œuvre cette année. Ça a agrandi la capacité d'accueil des voyageurs, mais aussi avec de nouvelles commodités, de très belles commodités. Donc les voyageurs sont très à l'aise, les douaniers également sont très à l'aise, puisqu'on a assez d'espace pour traiter autant de véhicules possible. Et là, ça nous permet de travailler très à l'aise. Dans certains ports aussi, nous avons renforcé les outils, j'allais dire, de travail, de contrôle. C'est des scanners, de nouvelle génération, que nous avons mis en place et qui nous facilitent énormément la tâche, puisque le véhicule, il passe au scanner et puis on vérifie la tôlerie, les ailes, les roues, etc. Donc ça nous met très très à l'aise. Et là aussi, on a découvert... Ça vous fait gagner du temps aussi, ça vous permet au moins de ne pas vérifier bagage par bagage ou pièce par pièce. Surtout pour le voyageur.
Parce que notre objectif, c'est de mettre à l'aise les voyageurs et de leur faciliter autant que faire se peut donc les formalités de passage, surtout que les voyageurs sont fatigués, c'est des enfants, c'est des mamans, c'est des personnes âgées. Et puis on s'impatiente, 12 heures de voyage, voilà, par la suite on s'impatiente. Tout à fait, donc c'est pour ça qu'on est allé au devant. Et on a facilité, déjà mis en place donc, des formalités de dédouanement à bord des navires. Donc là, ça nous a fait gagner énormément de temps. Par contre, on a constaté donc, de nouveaux courants de fraude. Et là, ça nous interpelle et bon, nous avons pris les mesures nécessaires. Qu'est-ce que vous appelez donc de nouveaux courants de fraude? Alors, c'est des gens qui profitent donc de ces mesures de facilitation réservées à des personnes et qui font passer donc des psychotropes, qui font passer. Donc, nous avons des statistiques. Hier, par contre, nous avons 8000 psychotropes en 20 jours. Et ça, dans le couloir vert. Énorme. C'est énorme. Voilà, c'est juste dans le couloir vert. Donc, c'est dire qu'il y a des gens qui profitent de ces situations, mais nous, ça ne nous empêche pas de continuer à donner autant de facilitation, puisque notre vocation, c'est le contrôle. Voilà. Donc, nous sommes toujours présents, nous prenons les mesures qu'il faut, les mesures adéquates pour justement contrecarrer ce genre de trafic. Et là, il faudrait que j'interpelle aussi donc, les voyageurs pour ne pas prendre de valises ou de bagages qui appartiennent à des gens qui ne connaissent pas. Donc là, on connaît les Algériens, c'est fréquent, délire Hadi, donc voilà, et ces gens ils utilisent la philanthropie, ils utilisent donc le bon cœur des Algériens et là, ils peuvent se retrouver dans des situations très très dangereuses parce que c'est des psychotropes, c'est de la drogue, c'est plus autre chose. Donc voilà, c'est très très dangereux. Alors on va juste revenir à ces mesures de contrôle, mais avant cela, notre collègue Manal Betouaba nous a transmis justement cette ambiance de dispositifs de facilitation, mais cette fois-ci au port d'Oran, du moment que vous avez dit que ce sont des dispositifs qui sont placés pratiquement dans tous les ports des voyageurs. Donc Manal Betouaba nous fait ce reportage sur les dispositifs douaniers au niveau du port d'Oran. Je vous laisse découvrir ce reportage, on se retrouve juste après. Un accueil en grande pompe, des aménagements à destination des personnes aux besoins spécifiques et des facilitations douanières attendaient hier les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger ayant fait la traversée en bateau vers le port d'Oran venant de Marseille. Des mesures prises par l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs et qui dureront tout le long de la saison estivale. Parmi les plus importantes mesures de facilitation, on citera la présence d'équipes durant la traversée pour permettre aux voyageurs d'effectuer leurs formalités douanières et le change pendant le voyage. On essaye au mieux de leur permettre de régler toutes les formalités en un temps record afin de rendre leur voyage le plus agréable possible. Les voyageurs arrivés à bord du Tariq Ben Ziyed ont exprimé leur grande satisfaction devant l'accueil et ses nouvelles dispositions. Une grande amélioration cette année par rapport aux années passées. Bien sûr, tout se passe bien. Nous n'avons eu aucun souci jusqu'à maintenant. Dieu merci, la douane nous a facilité la tâche. Tous les papiers ont été réglés à bord. Les membres de l'équipage se sont aussi très bien occupés de nous. Dès notre arrivée, les douaniers nous ont pris en charge rapidement. Avant, on faisait tout à l'arrivée. Aujourd'hui, tout a été fait sur le bateau. C'est une bonne chose. Ils nous ont vraiment facilité la tâche cette année. Tout a été fait durant le voyage. C'est très agréable. À noter que le NTMV a programmé à partir du port d'Oran 27 voyages par mois en aller-retour durant la saison estivale par le biais de ces 3 lignes maritimes Oran-Alicante, Oran-Marseille et Oran-Barcelone sur les 3 car ferries Tariq Ben Ziyed, Tassili 2 et Algérie 2. On a bien vu que les voyageurs ont été bien reçus avec des fleurs même. Hein. Tout à fait, oui. Donc ça fait partie aussi de la formation que vous avez Oui, c'est le résultat de la formation, oui. Effectivement. Donc cette année, on est allé au moindre détail, donc le sourire, l'uniforme, le bon accueil. On les aura appris même à gérer les situations stressantes par rapport à certains voyageurs qui se retrouvent en infraction, en leur disant que c'est toujours donc un voyageur qu'il faudrait respecter, etc. etc. Et là, ces mesures ne sont pas uniquement au port d'Oran, donc il y a aussi le port de Béjaïa, que je salue donc les collègues. Il y a aussi une très belle infrastructure qui vient d'être inaugurée. Il y a aussi le port d'Alger, Razawet, donc Skikda aussi, donc ce sont tous les ports, mais il y a également aussi les frontières terrestres, donc au Motboul et aussi jusqu'au sud, donc au niveau de l'Oued. Et il y a aussi donc les aéroports où nous avons aussi mis
des dispositifs aussi pour assurer le bon accueil, mais surtout l'information des voyageurs. Quand vous dites information, vous parlez de quoi exactement? Alors, c'est à travers notre site web, donc les www.douane.gov.dz, où il y a donc toutes les informations concernant les formalités douanières concernant les voyageurs. Qu'on peut télécharger en PDF? Tout à fait. Oui. Alors, il y a des imprimés qu'on peut télécharger en PDF. Donc déjà, ça met à l'aise le voyageur, il le télécharge à la maison, il le remplit, il renseigne, etc. Et il se présente. Et il y a aussi des tutoriels vidéo que nous avons mis. Alors là, ça facilite énormément la tâche au voyageur puisqu'il visualise les formalités douanières. Et là, ça le met en position de force. Il saura carrément à quoi s'en tenir et comment il doit le stress. Il y a aussi où se diriger en cas de difficulté ou en cas d'incompréhension, etc. Donc voilà, ça nous aide énormément aussi. Et ça, comment on le fait? On le fait par rapport aux requêtes et par rapport aux données, ce qu'on reçoit à travers le numéro vert, donc le 1023, notre site web. Donc 1023, numéro vert. Numéro vert, 1023, et aussi la ligne directe 023 50 12 12. Donc à chaque fois que les gens nous appellent pour certains problèmes, on les recense et puis on les met en vidéo, en tutoriel. Donc le prochain tutoriel, ça va être sur le titre de passage en douane, puisque les gens nous appellent beaucoup, ils ne connaissent pas les délais, donc c'est 3 mois, c'est 6 mois, est-ce que c'est renouvelable, est-ce que j'ai le droit de baisser mon véhicule, est-ce que. Donc on fait des vidéos et là on donne toutes les réponses aux usagers et puis on donne toujours la possibilité de nous contacter à travers les différents outils de communication que nous avons mis en place. Donc nous répondons de manière instantanée au courriel, donc aux emails qu'on reçoit. Si on ne peut pas le faire, donc on répond et on donne un délai donc, pour voir les services concernés, etc. Donc c'est un dispositif qui a été bien calculé, bien mis en place et c'est un honneur d'être au service du citoyen. Ah, la communication est au top quand même au niveau de la douane. Hein. Voilà. Alors on a vu dans le reportage, Manel Boutouaba nous avait renseigné que le port d'Oran reçoit 27 navires par mois, donc pratiquement tous les jours, pratiquement, donc si on compte 30 jours par mois, donc 27 c'est pratiquement à Alger, chaque on jour. a 2 navires. Est-ce que c'est la même chose pour tous les autres ports? Non, à Alger on a 2 navires par jour. 2 navires par jour, ils font l'aller et le départ aussi. L'aller et le départ, donc les collègues, ils auront besoin de beaucoup de vitamines. Voilà. Et là, j'en profite aussi pour saluer mes collègues qui sont au sud, surtout avec la température actuelle, puisque je leur dis un grand bravo, puisqu'ils sont présents sur le terrain, donc malgré la hausse de température, malgré... Voilà, je salue aussi toutes les autres institutions, donc l'Armée nationale populaire, la gendarmerie, les gardes frontières et les policiers qui sont sur le terrain. C'est un travail de collaboration en fait, que vous faites. Tout à fait, absolument, oui. Il y a une très bonne coordination et un très grand travail de concertation, d'échange d'informations. Aussi, même les mesures de facilitation, donc, elles sont prises donc, de manière concertée, de manière à ne pas bloquer les voyageurs, les gens, ça marche très bien, alhamdoulilah. Mais sinon, les bateaux que vous réceptionnez, donc, ils sont généralement de quelle destination? Alors ça dépend donc, des ports. Par exemple, Oran, c'est beaucoup plus donc l'Europe de l'Ouest, donc c'est l'Espagne, Valence, etc. Donc Razaouet aussi, c'est le sud de l'Espagne. Alger, c'est beaucoup plus donc c'est Marseille, c'est la France. Skikda aussi, donc c'est la France, l'Italie et aussi donc Annaba, le port il est encore en travaux, mais il n'est pas encore livré. Voilà, il n'est pas encore livré. Voilà, mais donc j'insiste pour dire que c'est les mêmes mesures de facilitation qui sont mises en place. Nous sommes à l'écoute. Donc il y a toutes les numéros verts, une ligne directe donc spéciale qui a été mise à la disposition des usagers. On attend le retour, le feedback pour avoir donc pour étudier les requêtes et aussi donc les observations de nos voyageurs. D'accord, ben merci beaucoup Monsieur Brika pour toutes ces précisions. Peut-être un dernier mot pour vous? Oui, donc d'abord je leur souhaite un bon voyage, un agréable voyage. Et aussi, je les invite à nous joindre à travers le numéro vert, le 1023, la ligne directe, donc je répète, 023 50 12 12, et aussi par courriel. Et je dis toujours, attention aux bagages des gens que vous ne connaissez pas.
Voilà, et puis il faut aussi dire que vous faites très attention aux objets de patrimoine algérien aussi. Donc oui. c'est vraiment, ça rentre dans le cadre de la protection et la préservation Absolument. du patrimoine et de l'identité algérienne dans ce oui, sens. j'espère qu'on aura le temps de me parler dans une autre occasion peut-être, puisqu'on a lancé aussi une formation donc, des agents au niveau de l'Arwat. Donc au sud, il y a une formation sur le patrimoine, sur la protection du patrimoine, etc. Donc c'est un très beau travail. D'ailleurs, c'est la photo qui... on a pris un prix d'une photo sur le patrimoine des douaniers qui protègent le patrimoine à Janet. C'était la photo de l'Organisation mondiale des douanes en 2011. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Brika. Merci donc, pour toutes ces précisions et puis bon courage à vous. C'est moi bonne qui vous continuation. remercie. Et Nous sommes merci à votre encore. disposition et à la disposition des voyageurs. Des voyageurs, Voilà. voilà. Merci Pas beaucoup. uniquement, il y a aussi les opérateurs économiques qu'il ne faut pas oublier. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. J'espère qu'on Merci aura beaucoup, l'occasion Monsieur d'en parler, Brika. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, le programme de Bonjour d'Algérie continue, mais avant cela, je vous propose ce reportage de Samia Bouharour qui, cette fois-ci, nous parlera des facilitations et les nouvelles dispositifs et les nouvelles dispositions pour la facilitation, non pas des voyages, mais plutôt pour l'obtention des crédits en CEJ. Voilà, donc je vous propose de découvrir ce reportage de Samia Bouharour et on se retrouve juste après. Dans le but d'encourager les jeunes entre 19 et 40 ans à créer leur propre micro-entreprise, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes en CEJ assure une couverture sur tout le territoire national. Depuis sa création, en 1997, plus de 370 000 micro-entreprises ont été créées, avec près de 900 000 postes d'emploi en visant des secteurs porteurs de richesse. Actuellement, les jeunes vont souvent vers le secteur de l'agriculture, l'industrie, les TIC, l'environnement. Ça veut dire la couverture de ce dispositif, elle est à 100% sur le territoire national. Même des communes les plus éloignées de l'Algérie, au moins il y a un projet en CEJ qui est implanté là-bas. Il y a aussi des micro-entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif. Par la suite, sont devenues des grandes entreprises qui créent de l'emploi, qui arrivent à créer au moins 500 emplois. Plusieurs dispositifs de facilitation ont été établis par l'ANSEJ pour encourager davantage les jeunes à investir et à contribuer dans le développement du pays. 64% de projets financés concernent les jeunes sortant des centres de la formation professionnelle et 29% des universités. Au démarrage, le jeune ne paye pas ses impôts, il fait ses déclarations, mais il ne paye pas ses impôts. Il est exonéré pendant les 3 ou les 6 ou les 10 ans de démarrage de son activité. Cette exonération, cette durée, elle a une relation directe avec l'implantation du projet. Pour le Nord, c'est 3 ans, le Haut-Plateau, 6 ans, le Sud, c'est 10 ans d'exonération. Il peut bénéficier d'une prorogation de la période d'exonération de 2 années lorsque la micro-entreprise s'engage à créer 3 emplois directs. Des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, centres et universités ont été organisées à travers des maisons d'entrepreneuriat pour être en contact direct avec les jeunes porteurs de projets. En fait, c'est la question éternelle des invités. Quand ils rentrent, je regarde où? Alors, pour les mettre à l'aise, on leur dit, vous me regardez, vous oubliez toutes les caméras, il n'y a personne, on est seul. Voilà, on est seul, il n'y a personne, personne ne nous regarde. Alors après, il n'y a personne. Hein. Voilà. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, le développement personnel, donc c'est une discipline qui prend beaucoup d'ampleur en Algérie. Plusieurs centres ont ouvert leurs portes pour la promotion de cette discipline. Et pour en parler ce matin avec nous, Madame Wassila Hadjouch, voilà, Madame Wassila Hadjouch, donc vous êtes formatrice en développement personnel et vous êtes la fondatrice donc de l'établissement de formation Sofara Nour. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Avec nous également Dr Mohamed Lamari, vous êtes nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de votre centre, avant de parler de développement personnel, à ma gauche donc j'ai le développement personnel, à ma droite j'ai la nutrition. C'est quoi le rapport? La nutrition, ça fait partie du développement. Oui. La nutrition, le développement personnel, c'est enfin notre rôle, c'est d'aider les gens c'est-à-dire à combattre le stress, à se développer dans plusieurs domaines. Et la santé fait partie. C'est essentiel. Pour, voilà. Alors on va parler un petit peu de votre centre. Donc votre centre, il a été ouvert quand?
C'est en mois de mai 2016. Et quelles sont donc les formations que vous dispensez au niveau de votre centre? Alors, on a plein de formations, c'est-à-dire on a principalement la PNL, le programme neuro-linguistique. On a la communication, on a la nutrition, les formations en bioénergie. Et voilà, c'est les principales. Voilà, donc vous restez toujours dans le domaine de communication, toujours dans le domaine de développement. Alors, docteur Lamri, donc vous êtes nutritionniste et vous donnez des cours donc en nutrition. Comment ça se passe pour vous au niveau du centre? بون احنا نسيو كيفاش نعلموا الناس باسكو ماشي كامل الناس يعني تعلموا وكذا نحبوا كيفاش يعني ديفلوبيوهم في لو كوتي تاع الماكله تاعهم. Dans quel sens? Quel est votre programme? Comment vous pouvez enseigner les gens par rapport à leur nutrition? On a plusieurs niveaux. On a par exemple le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Premier niveau يعني نوجهوه لكامل الناس يعني نابورت واحد جامي يقدر زعما قرا ولا نسيو كيفاش نلحقوا له نبسطوا له يعني التغذيه هذه. C'est vraiment les principes de base, hein? C'est les conseils de base. Bien sûr, le premier niveau c'est des conseils de base. Deuxième niveau, nous disons الناس اللي شويه شغل كيما الاطباء وكذا كيفاش يتعاملوا في التغذيه مع كيفاش ما كيجيهم مريض كيفاش يورينتيوه par les médicaments بالتغذيه تاعنا. Alors celui qui fait le premier niveau là au niveau de la nutrition, est-ce qu'il peut faire le deuxième niveau? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une formation en fait que tout le monde peut suivre à condition de commencer par le premier niveau. Bien sûr. Par exemple, les gens par exemple ماشي قاريين وكذا يقدروا يحضروا البريمير نيفو، دوزيام نيفو يقدر يدخل ديريكت. Par exemple واحد اللي عنده ان باجاج سيانتيفيك يقدر يجوز ديريكت للدوزيام نيفو. Donc si on parle par exemple de biologistes, de nutritionnistes à la base ou des médecins, ils n'ont pas besoin de passer par le premier niveau. يقدروا يعني يحبوا يباسيو par le premier niveau c'est mieux. Mais يقدروا parce qu'il y a toujours un suivi quand même quand il y a des niveaux comme ça, il y a toujours un suivi. Il y a toujours une suite logique dans le programme. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que les gens s'intéressent beaucoup à ce genre de formation, particulièrement en nutrition? Bien sûr, parce que اللي يحضروا معايا premier niveau toujours يحوسوا دائما ياميليوري. D'accord. Alors, pour vous, donc, Madame Wassila, vous faites des formations, vous êtes formatrice aussi en développement personnel. Alors, il faut dire que le développement personnel, il n'est pas très très connu en Algérie, mais il faut compter peut-être 3-4 dernières années, il commence quand même à se faire connaître. Alors, parlez-nous un petit peu de cette discipline, de quoi il s'agit exactement. C'est des formations c'est-à-dire, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, ni à la maison. C'est un savoir-vivre. Qu'on fait apprendre aux gens. Beaucoup de gens, c'est-à-dire, ils n'y croient pas. Mais c'est après, c'est-à-dire qu'ils voient des personnes changer leur vie ou là, c'est-à-dire ils s'intéressent, ils commencent à s'intéresser. Donc c'est des formations l'institut par c'est-à-dire le bouche à oreille. Voilà. Et lorsqu'ils voient des résultats, les gens, c'est-à-dire qu'ils sont déjà passés par là. C'est vrai que je vous rejoins quand vous dites que les gens n'y croient pas forcément, parce qu'on se dit, oui, il faut juste se dire en tête, c'est bon, j'ai confiance en moi, mais en fait, quand j'ai jamais confiance en moi, mais en fait, c'est toute une mise en place de certains outils, de certaines stratégies, de certains savoir-vivre, comme vous avez dit, de certains savoir-faire pour pouvoir atteindre un objectif particulier. Exactement, exactement. C'est des techniques qu'on fait apprendre aux gens. C'est pas comme l'enseignement, c'est comment on dit le training, c'est entraîner les gens exactement, c'est faire apprendre aux gens des nouvelles méthodes d'estime de soi, de confiance en soi pour leur permettre d'affronter, de mieux vivre, de mieux se sentir à l'aise dans leur peau. Alors ce genre de formation, c'est comme pour le docteur, donc vous passez par plusieurs niveaux ou Il y a des formations, oui, c'est-à-dire qu'ils sont... On passe par des niveaux, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, ils n'ont pas le niveau ni l'intention, c'est-à-dire de faire des cours là, approfondis. C'est-à-dire qu'ils cherchent juste quelques trucs pour faire... pour s'améliorer. Mais il y a d'autres gens qui cherchent à s'approfondir, ils cherchent à se spécialiser, ils cherchent eux-mêmes à devenir des coachs. Donc on leur offre plusieurs niveaux, des niveaux avancés. Donc en fait, une fois la formation finie, on peut nous-mêmes devenir formateurs. Oui, par des formations, d'autres formations pour leur permettre
devenir formateur. D'accord. Alors cette formation, est-ce qu'elle est destinée rien qu'aux adultes ou bien vous pouvez aussi vous adresser aux enfants? Parce que par moment, surtout avec l'approche par exemple des examens, les examens décisifs, j'ai envie de dire, le bac, le brevet, enfin le BEM, etc. Donc avec les enfants ont un petit peu cette peur. Alors est-ce que ce sont des formations que vous faites, que vous dispensez rien qu'aux adultes ou bien les enfants peuvent aussi bénéficier de ce genre de formation? Je dirais peut-être les parents. Les parents. Qu'on fait ce genre de formation. J'aime bien, vous savez, vous me faites rire quand vous dites les parents, parce que par moments, les enfants sont très tranquilles, ils sont zen, mais en fait, ce sont les parents qui vont stresser les enfants. Donc je pense que vous avez bien ciblé, les gens qui devraient faire ce genre de formation. Des fois, même des parents qui viennent ramener leurs enfants, voilà, mon enfant, voilà, il a tel ou tel problème. Mais c'est-à-dire même les consultations, je ne parle pas uniquement des formations. Vous faites aussi on des leur consultations. dit, enfin laissez les enfants, c'est des enfants. Ils ne sont pas encore programmés. Le problème, c'est les parents. C'est eux qui peuvent, par exemple les enfants qui viennent, même les parents, la consultation elle dure 1 heure. Mais les enfants, ils ont, c'est-à-dire on essaye d'assurer l'encadrement à les enfants. C'est les parents qui restent avec eux toute la sainte journée, c'est les enseignants. Donc c'est ce genre de formation, c'est-à-dire destiné aux parents et aux enseignants. Alors on va revenir à cette question de consultation. Donc qu'est-ce que vous appelez consultation en développement personnel? Consultation, qui est connu istishara, donc quelqu'un qui vient et vous pose des problèmes, les problèmes qu'il vit, que ce soit au niveau personnel, émotionnel, professionnel, spirituel. Voilà, donc juste à préciser que le travail peut-être de coach ou de développement personnel n'est pas le travail non plus de psychologue ou de formateur. Non, c'est pas ça, c'est plutôt comment se régler les problèmes de l'être humain sans passer par le psy. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour les psychologues. Mais chacun son travail, chacun son métier. C'est vrai qu'il y a des situations où on n'a pas vraiment besoin de passer par un psychologue. On a juste besoin d'être bien orienté, bien encadré. Et on arrive donc à régler certaines situations, effectivement. Alors, docteur Dalmi, est-ce que vous aussi, vous faites des consultations comme le fait Madame Wassila? Bien sûr. On fait des consultations. Je dois parler, par exemple, premier niveau. Premier niveau, on a des buts à كاين نحبوا نلحقوهم. البريمير بيت نعلموا الناس كيفاش تتعامل مع لا نوتريسيون. باغ اكزومبل حنا دوك عندنا الناس راهي تاكل باش تاكل، يعني ياكل يشبع وسي بون. وي حنا دوك سي فري كون با ان كولتور كولينير. بيان سور الانتيغي من هذه الماكله هذه ما عندناش، ما يخموش على الانتيغي، يخمم ياكل يشبع وسي بون. بصح حنا لو بيت الاساسي في الحياه هذه، الحياه هذه اللي احنا نعيشوها رانا في حرب مع الميكروبات، مع لي ميكرو اورغانيزم كذا شاك جور. هاد لي ميكرو اورغانيزم، هاد الميكروبات شاك جور الناس مع الماكله ولا تقدر تلحق لهم الامراض. علاش الناس تمرض؟ لي ميكرو اورغانيزم هذو من الداخل هما اللي يجيبوا المرض. كيفاش يعني نحاربوا هاد لي ميكرو اورغانيزم؟ بالماكله. يعني كي نعرفوا كيفاش ناكلوا ما راح نحاربوا، ما نخلوش روحنا نمرضوا. يعني لو بيت الاول احنا نعلمهم كيفاش ياكلوا. باغ اكزومبل عندك اون طابل هكذا فيها لي فيوند، فيها الجوازات، لي سالاد كذا، واش يخير بمن يبدا؟ علاش كاين فوالا هاي عندنا عمليه هضم راح تصرى. كيفاش ما راحش ناثروا على العمليه الهضم هذه؟ راح نعلموهم في البريمير كا كيفاش يتعامل مع هذه الماكله باش تفيدو، باش ما تضروش. نسمعوا بالكوليسترول، نسمعوا بزاف امراض. علاش الكوليسترول كلش هذا منين يجي؟ كيف ما تعرفش كيفاش تبدا الاكل تاعك. حنا كما نقولوا نقتبسوا من المدارس الانجليزيه ولا المدارس اليابانيه ولا حنايا باغ اكزومبل نعلمهم كيفاش كان الغذاء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو المدرسه الكبرى راه علمنا كلش. لو كان نتبعوا هاد نسويفيو هاد لي شوز هذوما ما راحش نمرضوا. هذا يعني لو بروميير بيت. دوزيام بيت راح نسيو كيفاش نلحقوا باش يكون عندنا جيل ما يمرضش. بالك تجيك بيزار جيل ما يمرض، ولكن لو كان المراه كي تكون اونسانت تتبع يعني الغذاء تاعها وتاكل الغذاء صحي وتعرف يعني تجيب كامل لي فيتامين كامل لي بروتين، الطفل راح يخرج طفل كامل. كما نعرفوا مثلا الفيتامينات ولا لي بروتينات كل واحد والدور تاعو. العينين عندهم فيتامين مسؤول عليهم، القلب عنده فيتامين مسؤول عليه، العقل كلش. لو كان المراه في المرحله هذه يعني تاخذ الغذاء تاعها غذاء يعني كامل، لو بيبي هذا راح يكون بيبي كامل نهار يخرج للدنيا. ولو كان سويفيوه في الصغر تاعو، يعني ماشي من صغره نعرفوا كيفاش نمدوا له التغذيه تاعو، نسطروا له التغذيه تاعو، لو بيبي هذا كي راح يكبر راح يكون ماشي مرض، يعني ما راحش يكون يمرض. فوالا سي بور سا لي لا نوتريسيون راهي كيما يقول لك حاجه ضروريه، خاصه في الوقت هذا اللي رانا فيه.
Avec la société de consommation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits particulièrement nocifs, beaucoup de produits chimiques aussi dans tout ce qu'on mange. Et on ne fait pas forcément attention. Il est midi, j'ai besoin de manger, je mange. Par exemple, في البروميير نيفو هذا عندنا في لا تروازيام شابيتر نحكيو على الامور هذوما. حنا باغ اكزومبل باسكو الغذاء يتقسم على ثلاث اقسام، يعني كاين الغذاء المثلج، الغذاء الطازج والغذاء المصنع. يعني الغذاء المصنع هذا اي داخله فيه دي زارون دي زاديتيف اليمونتير، داخلين فيه بزاف صوالح. هذوما لي زارون ولي زاديتيف اليمونتير كاين الناس اللي الكور تاعهم ما يكسبتيهاش، علاش يكون عنده مرض. باغ اكزومبل واحد عنده السكر، واحد عنده كذا، ما لازمش ياكل عفسه اللي فيها هاد العفايس هذو لي زاديتيف اللي راهم يزيدوهم. سي بور سا الانسان لازم يثقف روحه من ناحيه الغذاء باش ما يلحقش روحه للمرض. D'accord. Alors le 20 juillet prochain, vous avez une formation? Oui, on a une formation de la PNL. Et juste après, la formation de la communication. Communication, c'est très vaste. Donc, oui. Communication, dans quel sens? C'est comment transmettre les messages qu'on veut. C'est-à-dire, le message qu'on veut transmettre, c'est comment mieux le transmettre. Voilà. D'accord, donc le 20 juillet, ça sera la PNL, donc programmation neurolinguistique. Oui. Destinée à qui particulièrement? À tout le monde, je conseille tout le monde. Pour ceux qui veulent se développer. Voilà, pour ceux qui veulent se développer, avoir confiance en eux-mêmes, effectivement. Merci beaucoup, Madame Wassila Hadjouch, d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, je rappelle, vous êtes formatrice en développement personnel. Docteur Mohamed Lamari, merci beaucoup. Vous êtes nutritionniste, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que nous avons toujours besoin de ce genre de conseils pour la nutrition. Parfois, on le sait, mais on le fait exprès. Parfois, on le sait, on se dit, bon... ومرحبا بك اذا حبيتي تحضري عندنا لو 13 اوت نورمالمون لو 13 اوت عندنا البروميي نيفو ان شاء الله راح تكون امسيه مجانيه، يعني اللي يحب يجي يحضر في سفراء النور في بومرداس مرحبا بكم، يعني راح تستفادوا ان شاء الله بزاف. Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bonne continuation et beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Donc les programmes de Bonjour d'Algérie se continuent et là je vous propose donc un reportage qui a été fait par notre ami Lamia Boudbouda. Il s'agit de l'organe national de la protection de l'enfance. On se retrouve juste après. Pour faire face aux situations d'atteinte aux droits de l'enfant, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a mis en place une cellule de dénonciation avec un numéro vert au service de l'enfant. Voilà, on pourra dire que le numéro vert, c'est un numéro vert gratuit. Et c'est conformément à la loi, à l'article numéro 19 du décret numéro 16/334 relative à l'organisation et la construction de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Ici, dans cette cellule de dénonciation, des centaines d'appels sont recueillis chaque jour et traités de manière à faciliter l'intervention sur le terrain. C'est là où on recueille un peu les appels des enfants en difficulté, mais aussi des adultes et toute personne qui peut être témoin de situations, bien sûr, de danger ou situations difficiles qu'ils peuvent vivre. Et je dirais que là, on accueille les informations directement de ces citoyens. Ces informations, bien sûr, seront traitées je dirais, c'est un travail, toute l'équipe qui sont là à présent, c'est des professionnels aussi qui accompagnent les personnes qui appellent, c'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des médecins qui ont la capacité et la formation pour pouvoir accueillir l'information, faire un traitement sur l'information elle-même afin de travailler un tout petit peu les demandes et les différentes situations d'enfants en danger. Mais à partir de là, on fait le lien avec tout le service et la direction de la protection de l'enfance afin de pouvoir trancher et voir quelles sont les modalités d'intervention pour pouvoir intervenir sur le terrain et puis retrouver ou aider l'enfant directement sur les lieux. Outre les appels du 1111, la cellule traite des dénonciations acheminées par d'autres voies. Et si on avance le numéro vert gratuit, le 1111, ce n'est qu'une modalité, un outil quand même qui facilite le premier contact. Mais je dirais, ça ne se limite pas à ça. Il y a le site web bien sûr de l'organe national de la protection et promotion de l'enfance, là où il y a toutes les modalités sur le courrier électronique qu'ils peuvent nous envoyer bien sûr les données, sachant bien que tous les données pourront rester dans l'anonymat. Ça veut dire que ça concerne des situations individuelles
qui sont protégés, là où les professionnels peuvent intervenir par rapport à ces situations difficiles. Mais aussi, on a le courrier ordinaire, là où les gens peuvent envoyer des lettres avec des données, mais on peut en même temps recevoir les familles en détresse, recevoir les familles en difficulté. Le 1111, un numéro simple à retenir pour que tout enfant en situation difficile puisse faire entendre sa détresse et demander de l'aide. Voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On reste donc avec cette frange de la société, à savoir l'enfance. Alors, juste en rectification, on est vraiment désolé, Lila Ben Aïcha, on t'aime beaucoup, mais c'est juste une petite erreur qui s'est produite. Mais c'est un sujet donc signé Lila Ben Aïcha et non pas Lamia Boudbouda. Voilà, alors nous continuons avec cette frange de la société, à savoir l'enfance. Et comme je vous le disais en début d'émission, nous allons recevoir une association en cette matinée. C'est une association qui vient tout droit de Batna et qui milite depuis 1999 pour la protection des droits de l'enfance. Et cette association, donc c'est l'association El Bara'a, qui est représentée par la présidente de l'association ce matin, Madame Souad Ben Salah. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors il y a Zakia aussi qui arrive dans un petit moment, qui va nous rejoindre. Oui. Bonjour Zakia. Bonjour. Marhaba bik. Voilà. Alors parmi nous, les représentatrices donc, de cette association. Alors avant de parler de votre plan d'action et avant de parler de vos activités en faveur de cette frange de la société, votre association en quelques mots. Notre association, c'est une association qui s'occupe des enfants abandonnés. Elle est créée en 1999, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'on active. Nous nous occupons, mine de rien, ça fait un bout de temps. C'est une association qui ne s'occupe pas uniquement de ce qu'elle voit, elle fait de la prévention en parallèle. Et il y a aussi un suivi pour la scolarité de ces enfants-là, et puis leur mariage, leur insertion sociale, et en plus l'acquisition d'un logement social, parce qu'après le décès du kafil, parce que nous encourageons aussi la kafala, mais le terrain nous a appris qu'après le décès du kafil, cet enfant-là qui a grandi, qui reste toujours enfant parce qu'il n'a jamais connu l'affection parentale, il est mis à la rue parce que Sharia ne lui permet pas d'hériter. Donc nous voulons aussi assurer l'avenir de cet enfant-là qui a grandi dans cette société. Donc en fait, quand c'est un enfant que vous assistez dès sa naissance jusqu'à aussi jusqu'à ce qu'il sa devienne majorité, adulte, jusqu'à son insertion totale, sociale totale, qu'il devienne père ou mère de famille. Alors parlons un petit peu des objectifs de votre association. Les objectifs de notre association, nous avons beaucoup, au départ, nos objectifs étaient très réduits. On ne savait pas le terrain, on ne le connaissait pas bien. Donc on assurait, on complétait ce que les établissements pour enfants avaient besoin, et ils étaient en déficit de certains produits. On achetait des vêtements, on achetait des médicaments, on achetait de l'alimentation, complétait l'alimentation de ces établissements-là. Mais la réalité était là. Parce qu'un enfant scolarisé aussi a besoin de cartables, a besoin de fournitures scolaires et aussi d'un suivi de scolarité. Donc même les cours de soutien, il faut, parce que ces enfants n'ont jamais connu l'affection parentale, ils n'ont jamais connu un milieu familial. Donc ça aussi, il fallait en prendre ça en considération. Ce facteur-là était très important parce que notre but était de faire de cette personne victime, je dis bien victime de la société, victime d'une erreur de deux personnes adultes, et cette personne-là, cet enfant-là est en train de payer une erreur qu'il n'a jamais commise. Donc ces victimes-là, on voulait les favoriser, leur donner une place dans cette société, au sein de cette société. Comment? Il faudrait que ce soit des gens corrects, il faudrait que ce ne soit pas de futurs délinquants, il faudrait, donc tout ça, ça a été pratiqué, et après tant d'années, c'est maintenant, on voit le résultat. Nous avons maintenant des enfants universitaires, des mères et des pères de famille, des couples qui ont des enfants qui ont quand même avec une insertion sociale totale, parce que nous avons des gens à la hauteur, parce que nous avons aussi fait beaucoup de séances de prévention au sein de la société locale, bien sûr à travers la wilaya de Batna. Nous sommes arrivés à insérer des enfants, des filles qui ont épousé des jeunes, des messieurs qui ont des familles, donc ils ont un peu compensé le manque familial pour cette fille, et vice-versa pour les jeunes garçons. Donc ça aussi fait partie de notre action. Donc le terrain nous a appris beaucoup de choses, franchement. Le départ ne s'était pas comme ça. Donc
Dieu merci, il y a beaucoup de résultats concrets. Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute maintenant. Parce qu'au départ, c'était vraiment un thème tabou. Je ne vous cache Oui, pas. j'étais justement en train de penser à ça et je me disais au fond de moi-même, en fait, quand il y a quelque chose de très beau dans ce que vous dites, c'est vraiment le regard de la société envers ces gens-là, parce que vous dites que les enfants arrivent arrivent en fait compte, vous arrivez à les mettre dans des familles. Donc, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des familles avec des gens qui ont des familles. Et donc, en fait, quand on voit que le regard de la société s'adoucit un petit peu envers cette il a changé. et ça, c'est magnifique. Bien sûr. Nous avons même des filles qui vivaient au sein de l'établissement, d'où les demandeurs, les maris avaient une famille et même la fête. La cérémonie est célébrée au sein de l'établissement. C'était ça le but aussi de les insérer, que cet établissement n'est pas l'établissement de la honte, comme à un certain moment les gens le jugeaient. Et ben, c'est un établissement d'enfants innocents, qui n'ont jamais commis d'erreur, mais voilà, ce sont les parents. Comme on dit, il n'y a pas d'enfants illégitimes, mais ce sont les parents qui sont illégitimes. Les sociologues avaient dit ça bien longtemps avant maintenant. Donc il faudrait comprendre que cet enfant-là est une victime. Et pour que la délinquance ne le menace pas, nous avons même lutté contre l'âge de 18 ans. Parce que la loi stipulait qu'à 18 ans, il fallait le mettre à la rue. Qu'il quitte l'établissement. Nous avons lutté contre cette loi. Nous sommes arrivés à une autre loi qui stipule maintenant que l'enfant n'est pas mis à la rue, il ne sortira jamais de l'établissement. C'est après lui avoir assuré une insertion sociale digne. Et puis même, l'enfant lui-même, il faut dépasser 18 ans, il peut lui-même beaucoup donner à l'établissement parce qu'il a vécu dedans, parce qu'il connaît un petit peu l'établissement et puis lui-même, il est victime de cette société, donc il peut beaucoup donner, peut-être plus que quelqu'un qui n'a pas vécu la situation. Parce que quelles que soient les conditions de l'institution, qui est l'établissement d'accueil, rien ne pourra compenser le milieu familial. Et ça, c'est très important. Même la réaction de ces enfants-là, même quand ils vont grandir, ils vont devenir adultes, mais ils vont rester toujours enfants à l'attente d'une affection, parce qu'ils ne l'ont jamais connue. Donc, même si l'institution est convenable, entre parenthèses, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ce qui n'est pas toujours le cas, mais il y a toujours ce manque affectif qui les suit toute leur vie, et cette recherche d'une identité, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Donc si la société les condamne déjà, ils sont condamnés dès l'abandon, donc nous condamnons l'abandon, quelles que soient les circonstances de la naissance d'un enfant, il ne faut jamais l'abandonner, parce que ça, c'est un crime. C'est un crime. L'abandon d'un enfant est un crime et restera un crime. Alors Zakia, vous aussi, vous activez au niveau de cette association. Vous activez depuis quand au niveau de l'association? Depuis 2008. Oui, ça fait une dizaine d'années quand même. Une dizaine d'années quand même. Et je commençais surtout à m'intéresser parce que je suis architecte de profession et je voulais pour ma soutenance faire un thème justement la conception d'un établissement pour enfants assistés. Et c'est là où j'ai commencé à prendre attache avec l'association, c'est-à-dire je voulais avoir une idée psychologique, les connaître, c'est-à-dire être en contact avec eux directement. Et c'est vrai que c'est là où on constate, même architecturalement parlant, que les établissements ne donnaient pas vraiment l'aspect familial, que cet enfant-là, on ne va pas lui donner une maison, une famille directement, mais on diminue un peu de sa souffrance. Parce qu'on nous dit souvent en architecture, il y a l'architecture du bonheur, on peut rendre des gens heureux, architecturalement parlant. Et du coup, je suis rentrée dans des recherches, c'est-à-dire vraiment, même historiquement parlant, Léonard da Vinci était dans ce genre de situation, c'était un enfant abandonné, Fidel Castro aussi. Donc, et ils ont donné tant à l'humanité, comme quoi il suffit de leur donner une chance et une bonne prise en charge, on pourra en faire des citoyens à part entière. Alors ça fait quand même une dizaine d'années que vous activez au niveau de l'association. Vous activez comment? Quel est votre rôle dans cette association? Je suis la secrétaire générale, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est, c'est-à-dire déjà quand on organise un événement, dans le cadre de la sensibilisation pour préconiser aussi, on fait un peu de prévention aussi. On part dans des établissements scolaires pour parler aux jeunes déjà, parfois même on fait des sorties, on les emmène au sein de ces établissements-là pour qu'ils puissent voir. Beaucoup déjà n'entendent même pas parler. On se disait, je ne savais même pas que cette catégorie-là existait dans la société. C'est un réel travail de sensibilisation que vous faites. Oui. Et surtout auprès des jeunes. C'est-à-dire on commence même à partir du lycée.
si on pouvait même avant, mais on préfère le lycée parce que c'est une période assez sensible. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment très touchant quand même ce genre de situation. C'est vraiment pas évident. Ça donne beaucoup à réfléchir. Excusez-moi, je parle d'humour, c'est un peu difficile de parler de ce sujet. Donc c'est vrai qu'à partir du lycée, peut-être qu'on commence à prendre un peu plus conscience de la situation et arriver à se dire quand même, alhamdoulilah, exactement, dans laquelle nous sommes. Moi, mes parents m'ont emmenée dans ce genre d'établissement quand j'étais en pleine crise d'adolescence. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais chanceuse. D'avoir une famille. C'est vrai, nous sommes chanceux d'avoir une famille. Enfin, ils le sont eux aussi parce qu'ils ont une autre famille, peut-être pas la cellule familiale telle que nous la connaissons, mais ils ont des gens qui militent comme vous, pour eux, qui sont là pour eux, qui pensent à eux, qui font pas que leurs droits partent comme ça, mais vraiment ils militent pour eux. Alors, en plus de l'assistance que vous faites pour ces enfants, quels sont vos autres plans d'action en faveur de ces enfants? Notre plan d'action, d'abord, on a pu avoir une journée nationale de l'enfance, parce que généralement c'est le 1er juin, la journée mondiale de l'enfance, donc de l'enfant. Et là, on a toujours des événements, bien sûr, marquants pour célébrer cette journée. C'est toujours la fin d'année, donc on essaye de cette catégorie de population leur remettre des prix, des cadeaux, suite aux résultats positifs, bien sûr, qu'ils ont. Cette année, nous avons 3 jeunes garçons qui ont eu leur 6e. Donc, on leur prépare un petit peu une cérémonie. Pour créer une petite concurrence loyale. Donc nous avons une jeune fille qui a eu sa licence, Adab Arabi, lettres arabes. Donc il y a notre plan d'action, on est arrivé à rajouter un article, un petit peu, difficilement, l'article 58 de la nouvelle Constitution, qui stipule la protection de l'enfance née sous X ou sans affiliation. C'est la première fois dans l'histoire de la Constitution algérienne que cette catégorie de population a été mentionné au niveau de l'article 58. Maintenant, la mise en place, nous avons même organisé une conférence de presse avec des gens de droit, des avocats, des représentants de la justice pour arriver à la mise en application de cette loi. Parce que la loi existe maintenant, c'est le premier pas. Mais la mise en application, il va falloir c'est-à-dire la régler dans les meilleurs délais pour ne pas laisser attendre. Parce que là, les chefs d'établissement vous disent oui, après, on attend, on n'a rien reçu, etc., etc. Il y a une certaine bureaucratie. Et là, il y a la mise en application, on peut carrément voilà ce que dit la loi, la mise en application de la loi. Nous aspirons à avoir une loi qui protège, c'est-à-dire il y a la protection, par exemple au niveau des droits, après le décès du kafil, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le kafil doit peut-être faire quelque chose aussi de lui, de sa part. Il faudrait qu'il y ait de mineurs, si l'enfant reste quand même mineur. Nous avons même des mineurs dont les parents adoptifs, les kafils, qui sont encore vivants, et dès que cet enfant arrive à l'âge de la crise d'adolescence, il ne maîtrise plus, il le renvoie à la DAS. Non, c'est très grave. Il y a un deuxième rejet là. Il a été rejeté dès la naissance, donc c'est l'abandon. Un deuxième rejet par les parents kafils, adoptifs, ce qu'on appelle nous les kafils. Donc c'est encore plus grave. Il va falloir aussi protéger cet enfant. Si on s'engage pour élever un enfant, on va jusqu'au bout. On ne le renvoie pas. On ne le renvoie pas à la DAS dire non, moi j'ai pas pu le maîtriser. Ce n'est pas possible. Ça c'est inhumain. Je trouve ça inhumain. Donc ça aussi, on aspire à des lois dans le kafil, il faudrait qu'il y ait un engagement des kafils. Il faudrait qu'il y ait des suivis. Ce qui manque, c'est les suivis sociologiques, c'est-à-dire de la part de la DAS. Ils n'ont pas assez de personnel, donc il n'y a pas de ce suivi social. Il y a une enquête sociale aussi qui se fait dès le départ pour les parents adoptifs, mais il n'y a pas de suivi après. Donc nous assistons à ce que cet enfant-là devienne un délinquant, c'est la rue. Et excusez-moi, quand un enfant est turbulent, il est un petit peu turbulent, c'est tout à fait normal quand il est adolescent. Oui, c'est tout à fait normal. Raison de plus, quelqu'un qui n'a jamais passage obligé, il est peut-être cette perturbation est peut-être plus profonde chez lui parce que lui, il n'a pas d'origine. Il se rend compte au niveau qu'il n'a pas de nom, qu'il va à l'école comme les autres, mais les autres rentrent chez eux, mais lui, il rentre au sein d'un établissement. Ça le perturbe énormément. Et le regard des autres. Nous avons une société, c'est vrai qu'en principe, elle devrait être très humaine, mais elle ne l'est pas, croyez-moi. Elle ne l'est pas toujours. Elle ne l'est pas toujours. Elle ne fait pas de cadeaux. Donc, ça aussi, ça le perturbe. Surtout dans un milieu enfantin. C'est vrai que dans un milieu enfantin, on est très spontané, c'est pas comme un adulte. Très spontané, on dit les choses telles qu'elles sont et on blesse
blesse sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Et ça se gère pas forcément. Et ça, c'est le rôle des parents. Et ça, c'est le rôle des parents de dire qu'il n'y a aucune différence entre un enfant et un autre. Parce que vous êtes tous de la même situation, vous êtes des enfants, des innocents. Et là, on n'a pas cette culture. Il y a même des parents qui interdisent à leur enfant de fréquenter un enfant qui vit dans un établissement d'accueil parce que tout simplement il n'a pas de famille. Et ça, c'est une condamnation gratuite et injuste. Effectivement. Alors Zakia, justement, vous nous parliez tout à l'heure d'un travail de sensibilisation énorme que vous faites au niveau des jeunes, des lycéens, donc vous les emmenez voir ces établissements. Quelle est la réaction de ces jeunes-là ? Surtout en cet âge d'adolescence, c'est quand même très émouvant. Déjà, le fait, quand on les emmène dans l'endroit, ils me disent, je passais souvent par là et j'ai jamais su que c'était un établissement pour enfants assistés. C'est la première réaction. Après, dès qu'on rentre, ils voient, c'est-à-dire les dortoirs et tout, c'est l'émotion, ils commencent à pleurer. Ça, c'est déjà. Après, bon, dès que l'émotion passe un peu, ils commencent à jouer avec eux et tout. Mais c'est vrai qu'au départ, ils sont étonnés. Ils disent, je ne savais pas que ça existait. Je passais par ce bâtiment, mais je ne savais pas que c'était un établissement pour enfants assistés. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils reviennent après, sans passer par l'association. Voilà, donc la cohésion sociale se fait très vite, l'attachement se fait. Voilà. Donc en fait, c'est une bonne cible, les enfants, les adolescents, pour sensibiliser. Peut-être que les parents sont arrivés à un certain âge, ils ont une certaine culture, peut-être un petit peu difficile à changer aujourd'hui, mais aller sensibiliser les enfants les plus jeunes serait peut-être une cible, une bonne cible. D'ailleurs, depuis la naissance de l'association, depuis 1999, nous confectionnons chaque année des calendriers. Et puis en dessous, on met le nom de l'association et nous avons un slogan qui stipule privé de parents. Et là, on va au niveau des établissements scolaires, on le distribue, et tout enfant les parents nous le disent, même les enseignants, ils posent la question, pourquoi ils sont privés de parents? Et là, il faut que les parents expliquent d'une certaine manière que ces enfants-là, c'est des orphelins qui n'ont pas connu leurs parents. Déjà, il y a une certaine sensibilité là. Le fait de dire, c'est une forme de sensibilisation, ce calendrier-là. Chaque année, maintenant, il y a des établissements qui les attendent, qui attendent les calendriers de l'association, parce qu'il y a aussi, même les motifs, c'est des motifs pour enfants. En même temps, il y a le slogan « Tout enfant naît pour être heureux » aussi. Tout enfant a le droit d'être heureux. Donc là aussi, c'est des slogans qui poussent l'enfant à poser des questions et à chercher à voir cette catégorie de population. C'est le pousser à aller vers eux. Parce qu'eux ne viennent pas vers eux. Ils ont peur de la société. S'ils n'ont pas d'encouragement, s'ils n'ont pas une porte ouverte, ils ont peur de la société parce qu'à un certain moment, quand on discute avec eux, ils en veulent un peu quelque part à cette société parce que leur mère et leur père font partie de cette société. Effectivement. Et ils les ont abandonnés. Donc ça, c'est très, très, très important, ce côté psychologique, parce que c'est là où la personne, quand elle est perdue et quand elle n'a aucun soutien dans cette société, qu'elle peut devenir quelqu'un de dangereux après. Alors justement, vous parliez du côté psychologique. Est-ce qu'il y a quand même un suivi, un encadrement psychologique de ces personnes? Nous, au niveau des établissements, je parle des établissements, ce qu'on appelle les établissements spécialisés. Ce sont ces établissements-là. Il y a l'établissement de 0 à 6 ans, c'est-à-dire la pouponnière, et de 6 ans et plus. Là, c'est les enfants scolarisés et grands et plus. C'est-à-dire, ils vont même jusqu'à 20 ans, 25 ans, etc. maintenant. Donc, vous savez, nous, quand on parle avec les chefs d'établissement, on discute avec eux, il y a un grand manque de personnel spécialisé. Déjà, le personnel spécialisé, ils ont un problème au niveau de l'action sociale, c'est au niveau des ministères. Il y a des psychologues qui viennent dans le cadre du filet social. Donc, ils ne sont pas stables. C'est des psychologues qui vont passer une période de leur profession. Et puis, ils partent. Quand ils trouvent un poste ailleurs, ils partent. Donc, il n'y a pas de poste stable. Même le psychologue, pour connaître ses enfants, il doit passer du temps et les suivre. Il n'y a pas de poste stable de psychologue. Donc, le psychologue, il doit être là constamment. Ce n'est pas l'administrateur qui ouvre les portes à 8h et ferme à midi. C'est quelqu'un qui doit être en permanence à l'écoute
de ces enfants. Et disponible à n'importe quel et moment. la disponibilité. Ce que nous n'avons pas au sein de nos établissements, je parle de notre wilaya parce que nous connaissons très très bien. Il y a un grand problème de poste budgétaire aussi. Il y a ce problème-là. Même les éducateurs et les éducatrices spécialisées, des fois, viennent dans le cadre du filet social. Donc déjà, le personnel, quand il n'est pas stable, quand il sent qu'il n'est pas stable, il ne peut pas tout donner. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Je pense que ce secteur devrait bénéficier de la part du Lion parce que c'est là, on forme des enfants. Il y va de l'avenir d'enfants. Et l'enfant est l'avenir de la nation. Quel que soit, il faut s'occuper de l'enfant parce que toutes les sociétés développées se sont occupées de l'enfant. Et ils donnent de l'importance à cette catégorie, pas seulement cette catégorie de population, toute l'enfance et l'avenir des nations. Effectivement. Donc moi, par mon métier aussi, je suis architecte aussi, j'ai eu l'occasion de concevoir beaucoup d'équipements scolaires. Et en faisant ça, j'ai essayé déjà d'atténuer de la violence à travers la conception. Parce qu'un enfant, quand il voit un mur de clôture de 4 mètres, ce n'est pas une école, c'est un pénitencier. Pour nous, nos études nous ont prouvé que psychologiquement parlant, tout ce qui est haut, tout ce qui est trop droit, tout ce qui agit négativement sur la personne, même adulte. Alors un enfant qui va à l'école, il faut qu'il tisse une relation avec l'école parce qu'il va avoir des copains, il va avoir des camarades de classe. Et pour l'attirer, il ne faut pas qu'il pleure quand il va à l'école. Donc, il faut essayer d'attirer cet enfant, mais on ne peut pas l'attirer à travers un mur de 4 mètres et du barbelé dessus. Ça veut dire, ça prouve autre chose qu'une école. Donc le savoir doit être nu. Il faut attirer les enfants vers le savoir et avec une conception architecturale agréable. Et ça lui fera pas peur. Après, il aimera son école. Il va tisser une relation. Il va être content d'aller à l'école. Et c'est là, on veut arriver à tout ça. On essaye d'arriver. Elle a parlé des conceptions aussi des établissements spécialisés. Ce qui est dommage, nous avons écrit même des articles au niveau des journaux. Ça ressemble beaucoup plus au pénitencier, croyez-moi, qu'un établissement d'accueil. Et ça aussi, ça joue sur le moral de l'enfant. On parle beaucoup de l'enfance violente. On parle de la violence scolaire. Ça aussi, ça joue un rôle. On peut minimiser de la violence scolaire. Il faut créer au sein des établissements scolaires des cellules d'écoute. On s'est battu pour ça. Il faut que ça soit obligatoire. Il faut que ce poste de psychologue soit permanent au niveau de chaque établissement scolaire. Mais sinon, Madame Ben Salah aussi, vous travaillez en collaboration avec le réseau NADA? Oui, notre association est membre. Monsieur Arhar a même visité plusieurs fois la pouponnière. Il est venu, on a organisé ensemble des rencontres, etc. Et nous sommes en contact avec lui. Nous l'invitons souvent, mais il est tellement pris qu'il ne vient pas souvent, bien sûr. Mais je comprends, il y a beaucoup. Monsieur Zerguine aussi. Justement. Nous avons eu à le rencontrer à Constantine. Son livre, il a fait aussi la dédicace de son livre. Il faut dire que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup tout comme vous. Voilà. Et puis, je cite, M. Zerguine est fier d'être le fils de l'Algérie. Il est né sous X, lui aussi. Et voilà, il est arrivé à devenir ce qu'il est maintenant. Donc, il faut qu'il ait les conditions, il faut donner la chance à tout le monde pour être un citoyen à part entière. Alors, il y a Amal Al-Almi, notre rédactrice en chef, qui vient me donner une petite information. En plus que vous êtes architecte, en plus vous militez pour l'enfance, mais vous militez aussi pour le patrimoine. Et pour votre amour pour la région. Oui, de par ma profession, bien sûr. J'ai dû participer avec Radia Boulmaali, notre collègue, trésor d'Algérie. On a travaillé, on a parlé du patrimoine de la ville de Batna, de la région des Aurès, de Timga, de Roufi. On a eu cette occasion, d'ailleurs je remercie beaucoup tout le personnel, hein, vous, tout le monde qui ont participé, qui nous ont encouragés aussi à organiser cette émission. Donc le patrimoine, c'est la mémoire de tout peuple, hein, le patrimoine urbain et la mémoire de la ville. Parce que nous, êtres humains, nous allons partir un jour, mais le patrimoine va rester. C'est un témoignage du passé. Effectivement, c'est le patrimoine qui va parler de nous, en fait. Voilà. Alors Zakia, après 10 ans, quel enseignement vous sortez de votre travail avec cette association? C'est en continuité, on apprend de jour en jour, parfois on est un peu déprimé, parfois on reprend espoir et on continue quand même, c'est-à-dire, mais ce qui est bien, même au sein de l'association, il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent maintenant, et il y a aussi une variété, même les membres,
toutes sortes de métiers et chacun peut contribuer à sa manière. C'est-à-dire on a le médecin qui les prend en charge gratuitement, chacun peut contribuer à sa sauce. Et voilà, c'est vraiment ce travail collectif qui est inspirant et qui encourage à avancer. Ça, et puis c'est vrai qu'en retour, vous avez beaucoup d'amour de la part de ces enfants, beaucoup de gratitude de la part de ces enfants, n'est-ce pas? Oui, quand on réussit à sauver un cas, pour nous, nous avons sauvé un enfant, et un enfant sauvé de la délinquance, c'est un adulte qui va être un bon élément pour la société. Effectivement, merci beaucoup Madame Souad Ben Salah pour toutes ces précisions. Alors je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Bara'a, donc l'enfance assistée, vous venez de Batna. Zakia Bali El Soufi, pardon, alors vous êtes membre de l'association, vous êtes secrétaire générale de l'association. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite une bonne continuation, une belle continuation aussi dans votre mission qui est dans toute sa noblesse, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, bonne continuation à vous. Alors on continue les programmes de Bonjour d'Algérie. Là, je vous propose de découvrir ce reportage de notre amie Naïma Louaniche. Donc là, elle revient de DJ pour nous parler des investissements touristiques dans cette wilaya, dans la perle de l'Est, comme on l'aime bien l'appeler. Allez, à tout de suite. Attirer vacanciers et touristes en les mettant en confiance dans ce petit coin de paradis qu'on appelle l'Awana à Djidjel. Eh bien, la société Cavallo Resort a misé gros. Elle monte déjà un complexe touristique avec à la clé 55 villas haut de gamme, salles polyvalentes, espaces de loisirs, restos, centres commerciaux, bref, la totale comme si vous étiez dans un petit village. Le projet né d'une concession foncière est estimé à 1,2 milliard de dinars avec 75% d'aide des banques. Les travaux de ce projet qui sera réceptionné d'ici l'an prochain sont à 27%. Il y aura une clientèle étrangère probablement en printemps, en automne, en été pourquoi pas, mais en été on table à 100% la clientèle algérienne et étrangère pourquoi pas. Il y a des complexes, il y a d'autres complexes en construction. Il y a le complexe à côté de Considère et le centre Talasso à côté. Mais notre projet, c'est le projet qui avance, qui est avancé en termes de pourcentage de construction, quoi. À quelques encablures de là, la même société compte également réceptionner en saison prochaine son auguste hôtel des artistes aux Aftis. Plus que quelques retouches pour que ce manoir devenu hôtel rustique soit rouvert une seconde fois pour le public après une longue fermeture pendant la décennie noire. Hôtel des Artistes, on a travaillé 91, 12, 13. ومن بعد مع لي زاني نوار تاع التيروريزم حبسنا جاو لي ميليتير بازاو فيه داروا كازيرن ابري اون 2000 عاودنا ريبرينا لوتيل دخلنا مع لي ترافو وماذا بينا نكملوا باش لاني بروشين ان شاء الله نكونوا واجدين. قلنا غوتابي لوتيل افيك لي ماتيير هادو تاع لا ريجيون باغ اكزومبل لا بيير تاع لا ريجيون لي زارتيس un village qui s'appelle Khracha, la brique c'est de Bjaya, et le bois de Djidjel, dans la région, Kif. Et les artisans Les artisans de juste à Ziama, dans la région Tanik. À cheval sur les basiques environnementaux, Cavallo Resort nettoie elle-même les rivages de bout en bout, jour après jour. والنيتواياج هذا على بالك قريب يوميا ملي تنيتواي الصباح براسك منا ملي زافتي توجبد حتى قريب العوانه براسك كل شهر يعني 3 شهور نعاودوا نوليو نرجعوا نبقاو لها كما كانت نليمهم في لي ساشي نلموهم ونديوهم في لي تويوتا تاعنا تاع الشركه. Une fois réceptionnés, ces 2 méga-projets touristiques vont à coup sûr redynamiser la corniche djidjilienne qui manque cruellement de structures d'accueil alors qu'elle est balnéaire. Voilà, donc là nous allons dans un autre axe touristique, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci nous allons parler beaucoup plus de patrimoine et de patrimoine matériel à travers la poterie, puisque le 14 juillet, donc ce samedi et jusqu'au 17 de ce mois, il se tiendra la 3e édition du Salon national de la poterie, et ça va se passer donc dans le village
khair. Et pour en parler, parmi nous ce matin, les organisateurs de cette manifestation, à savoir Monsieur Issa Tebboune, vous êtes PAPC, bonjour, avec parmi nous ce matin. Parmi nous également Monsieur Karim Taguine, vous êtes le président de l'association qui organise donc cet événement, bonjour. Bonjour madame. Et parmi nous également Madame Saliha Wahyoun, qui est la représentante de la culture au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors avant de parler de cette troisième édition, nous allons parler un petit peu de cette association. Donc parlez-nous de votre association, de ses objectifs. L'objectif de l'association, bonjour, et merci pour l'invitation d'abord. L'objectif de l'association, c'est de sauvegarder nos patrimoine. L'objectif principal, parce que ce patrimoine, la poterie, c'est la ressource de tous les citoyens du village d'Aïtra, économique surtout. Notre objectif, c'est de valoriser et de sauvegarder ce patrimoine. D'accord. Alors, Monsieur Tebboune, vous travaillez en collaboration avec les associations, notamment l'association qui organise la poterie. Alors, de quoi s'agira l'édition de cette année? Donc, cette année, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et nous donner un petit peu l'espace pour vulgariser un petit peu sur la fête de la troisième salon de la fête de la poterie d'Aïtra. Donc, c'est comme vous le venez de le dire, donc nous travaillons en étroite collaboration avec le mouvement associatif et évidemment avec l'association culturelle c'est le Kham d'Aïtra. C'est pour l'organisation, vous voyez, c'est la troisième édition, donc nous avons déjà organisé deux auparavant. Donc cette fois-ci, ça sera pour le thème, donc c'est valoriser le patrimoine culturel. Valoriser le patrimoine culturel et donner un petit peu l'aspect économique de la chose. Donc nous travaillons en étroite collaboration, évidemment avec la collaboration du ministère de la Culture, à leur tête mademoiselle Gomziana Bila à la direction de la culture. Nous tout en essayant de redonner un petit peu le caractère artistique et artisanal et touristique et commercial de la poterie. De la poterie. Ouais. Alors, Madame Wahyoun, vous aussi, donc, vous représentez la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou et vous aussi, donc, vous travaillez en étroite collaboration avec les associations pour la promotion et l'organisation de ce genre de salon et de ce genre de manifestation. Bien sûr, la culture, elle encadre généralement toutes les associations, y compris celle porteuse de projets. Bien sûr, la troisième édition du Salon national de la poterie d'Aïtra, qui demeure bien sûr une poterie très ancienne, qui date des millénaires. Donc c'est une poterie qu'on doit mettre en valeur, qu'on doit mettre de l'accent pour la sauvegarde de cette poterie. Et aussi on encadre l'association pour bien mener son projet, avec encadrement, bien sûr, avec conférences, avec recherche aussi, et aussi avec des ateliers au profit, bien sûr, des enfants ou de la jeune génération. Aussi, cette édition se veut comme hommage, bien sûr, à M. Chahal El-Ahmed, qui est un ancien collectionneur d'objets traditionnels, y compris la poterie, et aussi Madame Tefan Dabia, qui est aussi une ancienne potière, et aussi c'est une sage femme du village. Alors, elle vient de le dire, Madame Wahyoun, donc Monsieur Taguine, qu'en marge de ce salon, il va y avoir des conférences et des ateliers. Parlez-nous un petit peu de cette manifestation culturelle qui se fait en marge du salon. Si je parle de manifestation, je parle de programme. D'abord, on a tracé le programme pas nous seuls, avec la direction de la toujours en collaboration. En collaboration avec la direction de la culture. Le programme de ces festivités, il y a un programme de base. C'est le même programme en général avec les deux éditions précédentes, mais pour cette année, avec une petite confiance et on a quand même amélioré notre programme avec des conférences. Des tables rondes sur la sauvegarde du patrimoine. Il y a de l'animation, il y a des expositions très intéressantes.
Oui. Différentes expositions très intéressantes quand même. On a 15 villages qu'on va inviter à ce salon. Quand même, donc c'est un salon national, pas seulement du village. Alors Madame Wahioun, il y a plusieurs thématiques qui ont été retenues pour ces 4 jours d'exposition, donc ça va s'étaler du 14 au 17 juin. Sur quelle base vous avez choisi les thématiques qui vont être abordées durant ces conférences? Bien sûr, cette année, donc on a bien étudié la thématique de la commercialisation d'encourager les femmes potières d'Etrel, parce que généralement c'est la femme potière d'Etrel qui travaille durant toute l'année et qui commercialise aussi le produit. Donc cette année c'est pour donner un peu de souffle pour la région d'Etrel, pour bien commercialiser, pour bien suivre le travail de la potière, en quelque sorte de lui rendre hommage aussi à travers la commercialisation et l'étude bien sûr de la matière qu'elle utilise pour enfaçonner des poteries assez résistantes. Alors Monsieur Teboul, au niveau de l'APC, quelles sont les dispositions que vous prenez ou les stratégies que vous prenez pour la promotion de ce patrimoine, j'ai envie de dire, de la région, particulièrement la poterie? Écoute, nous avons déjà toujours en collaboration avec l'association et tout le mouvement associatif, donc nous avons déjà un projet de la réalisation d'une maison de la poterie. Ah, donc ce sera toujours au niveau du village? Au niveau du village, c'est parce que ça caractérise quand même un petit peu la région. Donc comme c'est une commune un petit peu qui vit sur généralement c'est les subventions de l'État. Donc nous avons pensé à réaliser une structure qui va accueillir, déjà ça sera un lieu de rencontre pour les artisans et tous les artisans pour c'est-à-dire se réunir, et ça sera un espace de vente. Donc c'est déjà un espace. Donc nous avons cette année réalisé nous avons un projet pour la réalisation de la maison de la poterie en collaboration avec l'appui que je tiens à remercier au passage. Donc c'est déjà, ça sera une vitrine touristique et commerciale pour les artisans. Alors, il nous l'avait dit en début, M. Taguine, que la poterie, c'est vraiment ça a des retombées économiques sur le village, mais il faut dire quand même que le travail artisanal tend à disparaître quand même, et il ne passe pas forcément de génération en génération. Donc, quelles sont les activités qui sont faites ou les stratégies qui sont prises pour que ce patrimoine et pour que ce travail artisanal persiste et perpétue en fait compte au niveau du village et au niveau de toute la région? Pour notre poterie, de ce côté-là, on n'a pas de problème parce que on n'a pas de souci à prendre. Voilà, Très bien. on n'a pas de, voilà, elle est commercialisée et vendre comme des baguettes par exemple, il n'y a pas de problème. Mais pour bien valoriser ce projet qu'a annoncé M. le maire, il est très très intéressant, d'abord pour attirer des touristes, parce que s'il y a un musée, une maison de poterie qui est spécialisée pour la vente de la poterie traditionnelle d'Etrel, il y a des touristes qui vont venir pour voir notre région qui est montagnale. C'est bien d'attirer et c'est bien pour l'économie de la région. C'est ça l'objectif de notre association, surtout pour Surtout que la poterie qui est mise en vente, c'est pas seulement décoratif, mais c'est aussi des ustensiles qu'on peut utiliser, qu'on peut carrément utiliser. Justement, j'ajoute par rapport au nouveau dispositif de onsage, CNAC et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est des mécanismes qui encouragent les artisans à se constituer en association, entreprises et des coopératives artisanales. Donc ça sera une occasion de mettre en valeur le métier de potier en lui-même. Et de donner la chance aux artisans d'être un petit peu à l'abri de toutes les... c'est-à-dire, ils seront couverts quand même. Voilà. D'accord. Alors, bon, là on me dit qu'il y a un reportage de Fria Hamdi, mais on va le voir dans un petit moment. Mais avant de voir, alors justement vous étiez en train de parler d'un sujet très intéressant qui est ce dispositif ensage qui est mis à la disposition des jeunes. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que ces jeunes-là, est-ce qu'ils s'intéressent, est-ce qu'ils
est-ce qu'ils postulent justement pour des crédits en sèche pour pouvoir lancer des entreprises? Il y a pas mal d'entreprises créées dans ce dispositif, et pas uniquement l'enseigne, mais aussi le CNAC et l'engem aussi. Donc il y a pas mal d'entreprises qui ont été créées avec ces dispositifs. Alors justement, on va voir de plus près la poterie d'Atkhir, pardon, voilà, Atkhir, pour ne pas écorcher le nom du village. Et c'est justement notre amie Faria El-Hamdi qui s'est rendue au village et elle nous a préparé ce reportage sur les potières de ce village. Je vous laisse découvrir ce reportage, on se retrouve juste après. Situé dans la commune d'Ethlili, à 35 km à l'est de Tizi Ouzou, Atkhir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Atkhir est connue à Tizi Ouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village, situé en face du Djurdjura, ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, enfin mes grands-mères, comment ils font, et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes. La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie. Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent, vaille que vaille, à produire, le font beaucoup plus par amour pour ce métier que pour autre chose. Les femmes potières d'Atkhir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson, le tagine, qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Le but de l'association, c'est de sauvegarder et valoriser notre poterie. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf, appelé localement tafza, une pierre calcaire broyée à coups de pilon et à la force des bras pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile pour rendre les objets plus robustes. جنتي دير جوج النغ مزبوره ماشي المتوره اللي تنحفظوا في خراقي نكيلي غاسمي فزيغا في خراقي تنطوس مدافع يدي السكران 13 سنه قد عمري 8 في خراقي ستي ساعة من الفخار عجبيني تخدم طوينا سي تتعلم صحفظيت مكيني تخدمي تبقي حفظات شي طاح شي طاح. La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polis avec une pierre lisse, et la couleur ocre obtenue grâce à une argile, avec laquelle sont enduits les objets avant leur cuisson. Mais avant de quitter le village d'Atkhir, ces femmes ont décidé de nous souhaiter la bienvenue à travers ce chant magique, qui est Ashouiq, un chant d'existence qui les accompagne dans leur vie, de la naissance jusqu'à la mort.
La chair de poule, hein. Voilà, alors hommage à toutes ces belles femmes qui nous ont enchantés avec ce Ashwek. Et merci donc à Fali Hamdi qui nous a fait ce très beau reportage. Alors Ashwek, on disait tout à l'heure que ces paroles donc, qui parlent un petit peu de la vie, qui accompagnent ces femmes durant toute leur vie, lorsqu'elles chantent en travaillant, généralement, ces paroles ont rapport avec leur travail. Tout à fait, tout à fait, oui. D'ailleurs, j'en ai la chair de poule. Vous avez la chair de poule, oui, je vois. Donc j'ai grandi avec. Donc justement, donc, quand elles chantent, donc, des fois c'est la joie, des fois c'est les défaites, des fois c'est les choses de la vie, c'est ça. Donc, le quotidien de la vie. Tout à fait. Mais généralement, voilà, c'est des chants qui viennent vraiment du fond du cœur. C'est improvisé généralement. Oui, généralement c'est improvisé, mais il y a des chants qui sont répétés, appris, voilà. Donc, qui sont appris, qui sont transmis de génération en génération. C'est ça. Alors, Monsieur Tagui, vous nous expliquiez pendant que le reportage passait que les femmes utilisaient des matières qui sont très propres à la région. Oui. Bon, pour notre poterie, c'est un vrai patrimoine parce qu'on a une spécificité. Notre poterie, on a un produit, le mica Biltafisa, qui se cherche dans toutes les autres potières, il ne faut pas se mentir. C'est un vrai patrimoine. C'est une matière, c'est quoi exactement? C'est un motif pour qu'il soit très efficace et très dur pour l'utilisation. Parce que notre poterie, c'est un produit quotidien, écologique et sanitaire. Et on puis, l'utilise beaucoup pour la cuisson. Pour la cuisson, voilà. Donc il faut vraiment qu'il soit dur et surtout résistant à la chaleur. Et puis comme on l'utilise tout le temps, donc il faut vraiment que le savoir-faire y soit et il y est, en fait compte. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot, Madame Wahia, dans cette occasion? Juste Ken, c'est pour donner un rendez-vous. Donc on a plusieurs fêtes. Donc, juste après, on a une caravane artistique donc, qui débutera du 12 au 28 au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, qui est organisée par l'ONDA en collaboration avec la direction de la culture. Le coup d'envoi, il va se donner cet après-midi d'ailleurs. Aussi, on a un rendez-vous ici attendu, bien sûr, c'est le festival de la poterie de Maathqa, bien sûr, qui est aussi important. Et aussi un autre rendez-vous, c'est la fête du bijou de Bignani. Donc la fête de la rendez-vous incontournable en fait, que tout le monde attend. Voilà, c'est plusieurs rendez-vous, donc on vous attend. Merci beaucoup. Monsieur Tagui, peut-être un dernier mot pour vous? Moi, mon dernier mot, je rends hommage d'abord pour les potières d'être, parce que c'est grâce à elles qu'on est là, qu'il y aura la fête. Aux partenaires qui sont toujours avec nous, y compris même Monsieur le Président de la PC, la direction de la culture de l'Ortette, Mme Komzian, Monsieur le ministre, pour son engagement avec nous de nous donner une subvention, l'appui de Tizi Ouzou qui soutient beaucoup de mouvements associatifs, le comité du village, les jeunes du village, notre jeune qui est de l'association, l'UFCE qui est toujours partenaire avec nous, son employé, Monsieur Chef d'Aira, la direction de tourisme et l'artisanat, la chambre des métiers et l'artisanat de Tizi Ouzou. Merci, et puis toutes les potières et toutes ces belles femmes qui vous font un très beau travail. Monsieur Tebou, un dernier mot pour vous? Je vous remercie tout d'abord encore une fois pour ce plateau. Donc ça sera une occasion d'inviter tout le monde à y aller venir et voir beaucoup de... Parce que ça sera une mosaïque déjà, une mosaïque artisanale si on peut le dire. Donc il va y avoir... Donc vous voyez le programme est assez riche, donc il y aura quelque chose à voir et à découvrir aussi. Donc ça sera une occasion donc, de saluer toute la population de la commune de Khriri, ma famille, donc je tiens à remercier aussi de ma part Monsieur le Wali qui ne ménage aucun effort pour nous aider, et Monsieur le ministre de la Culture et tout le monde. Tous les collaborateurs surtout qui font que toutes ces manifestations réussissent. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez Bonjour d'Algérie demain, Inch'Allah, à partir de 9h. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée en compagnie des programmes de Canal Algérie et je vous dis à très bientôt. Merci.